Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est peut-être le chapitre le plus long que nous allons attaquer ensemble. Donc si vous n'avez pas le temps de l'écouter, si vous n'êtes pas au calme, laissez-vous du temps et écoutez-le plus tard. C'est le chapitre 22, la méthode classique, dite de volonté. Notre société considère qu'arrêter de fumer est un véritable exploit. Nous en sommes tous, les fumeurs en tout cas, intimement persuadés. Même les rares livres qui prétendent nous y aider avertissent d'entrée de la difficulté de l'opération. La vérité est que c'est ridiculement facile. Je sais bien que vous doutez de ce que je dis. Considérons les faits. Si votre objectif est de courir le 100 mètres en moins de 11 secondes, je conçois que ce soit difficile. Vous aurez certainement besoin d'années d'entraînement et malgré votre acharnement, vous serez peut-être physiquement incapable de réussir. Mais la barrière est partiellement psychologique. Avant que le premier sportif ne descende en dessous de ces 11 secondes, cette limite apparaissait infranchissable. Aujourd'hui, des milliers de personnes en sont capables. Revenons à nos moutons. Afin d'arrêter de fumer, ce que vous avez à faire est de ne plus fumer. Personne ne vous force à fumer, à part vous-même. Et à la différence de la nourriture et de l'eau, le tabac ne vous est absolument pas indispensable pour survivre. Ainsi, si vous voulez arrêter, pourquoi cela devrait-il être difficile ? En fait, cela ne l'est pas. Ce sont les fumeurs qui ont créé cette difficulté en essayant de mettre la réussite sur le compte de la volonté. Ils croient qu'ils devront faire preuve d'une extraordinaire abnégation afin de renoncer au tabac. Ils ont à leur disposition diverses méthodes pour arrêter de fumer. À ma connaissance, toutes ces méthodes, que je qualifie de classiques, par opposition à la mienne, amènent le fumeur à penser qu'il fait un quelconque sacrifice en arrêtant de fumer. Étudions un peu en détail ce type de méthode qui mise sur la volonté du fumeur. Nous ne décidons pas de devenir des fumeurs. Nous essayons simplement de fumer une première cigarette et sommes convaincus que par son goût déplaisant, qu'arrêter ne sera jamais un problème. Les premiers temps, nous ne fumons que quand nous le voulons, car nous ne sommes pas encore esclaves du tabac. Il se peut ainsi que plusieurs jours, voire plusieurs mois, passent entre deux cigarettes. Nous fumons à l'occasion de soirées ou lorsque nous sommes mis en présence d'autres fumeurs, par exemple au sein d'un groupe d'adolescents. Ce sont toujours des circonstances de notre vie sociale au cours desquelles nous agissons par mimétisme. Avant que nous l'ayons réalisé, nous achetons régulièrement nos paquets. Nous croyons fumer uniquement lorsque nous en avons envie. On s'aperçoit trop tard que l'on fume de façon ininterrompue. D'habitude, il nous faut très longtemps pour réaliser que nous sommes accros, car nous avons l'illusion de fumer pour le plaisir et non par obligation. Lorsque nous fumons une cigarette, nous croyons l'apprécier. En fait, nous avons l'illusion de pouvoir nous arrêter quand nous le voudrons. C'est en principe lorsque nous décidons d'arrêter qu'apparaît le problème. Les premières tentatives d'arrêter se situent le plus souvent dès les premières années, à cause de l'argent, les étudiants en ont souvent peur, ou de la santé, pour continuer par exemple son activité sportive. Quelles qu'en soient les motivations, le fumeur atteint toujours une situation difficile pour prendre conscience qu'il doit s'arrêter. Dès qu'il passe à l'acte, le petit monstre de l'estomac, sa dépendance physique, manifeste sa faim. Le sujet veut alors une cigarette, et puisqu'il s'est promis de ne plus fumer, il stresse encore davantage. Ce qu'il utilise habituellement pour se calmer n'est plus disponible et sa souffrance augmente. Après une période de torture, il adopte le célèbre compromis. Je vais réduire progressivement, ou même jeter l'éponge. Ce n'est pas le bon moment, j'attendrai un moment plus propice. Cependant,
lorsque toutes les causes de stress ont disparu, l'envie de s'arrêter de fumer disparaît aussi, et ce n'est que lorsque la mauvaise passe suivante que l'idée reviendra. Bien sûr, ce n'est jamais le moment, car le vide tend plutôt à devenir de plus en plus stressant. Nous quittons la protection de nos parents pour fonder une famille. Nous empruntons de l'argent, nos responsabilités professionnelles augmentent sans cesse. Bien évidemment, la vie de fumeur ne devient jamais moins stressante parce que son stress est dû à la cigarette. Alors que sa consommation de nicotine augmente, il devient de plus en plus nerveux et l'illusion du caractère indispensable de la cigarette s'accroît d'autant. En fait, la vie ne devient pas nécessairement plus stressante, c'est la cigarette qui crée cette illusion. Nous abordons cet aspect au chapitre 18. Après les premiers échecs, le fumeur se refuse souvent dans les croyances qu'il se réveillera un jour et que son envie de fumer aura disparu comme par enchantement. Cet espoir est entretenu par les histoires qui circulent à propos des ex-fumeurs, comme ceux qui prétendent avoir subitement perdu l'envie de fumer après une sévère grippe. Ne croyez pas ces bêtises. J'ai vérifié des tas de rumeurs de ce type, et ce n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. En général, le fumeur s'est bien préparé à arrêter. Il ne fait qu'utiliser la grippe comme tremplin. J'ai passé 30 ans à attendre ce matin inespéré où enfin je n'aurais plus envie de fumer. Lorsque j'avais une mauvaise grippe, j'étais impatient d'être guéri pour pouvoir à nouveau fumer à mon rythme. Le plus souvent, les personnes qui prétendent avoir arrêté comme ça ont en fait subi un choc. Soit un proche parent est décédé d'une suite d'une maladie provoquée par la cigarette, soit ils ont eux-mêmes eu très peur. Mais il est bien plus facile de dire « j'ai décidé d'arrêter un jour tout simplement ». Regardez la vérité en face. Cela n'arrivera pas sans que vous le vouliez. Essayez de voir en détail pourquoi la méthode classique rend les choses si difficiles. Pendant presque toute notre vie, notre attitude est toujours à remettre la décision finale, celle d'arrêter au lendemain. Cependant, il arrive quelquefois qu'un élément précis vous incite à passer à l'acte. Par exemple, vous prenez conscience de l'argent que vous perdez, de la santé que vous détruisez, ou même de l'esclavage dans lequel vous vivez. Quelles qu'en soient les raisons, nous sortons un instant la tête du sable pour réfléchir aux avantages et aux inconvénients de la cigarette. Nous découvrons alors ce que nous avons toujours su. La conclusion rationnelle ne fait aucun doute. Il faut arrêter de fumer. Si vous tentez d'établir une compatibilité des avantages et des inconvénients de la cigarette, le résultat ne peut qu'être extrêmement défavorable à la cigarette. Cependant, même si le fumeur sait qu'il fait mieux d'arrêter de fumer, il croit que ce sera pour lui un grand sacrifice. C'est une illusion, mais une illusion extrêmement puissante. Sans savoir pourquoi, le fumeur est persuadé que la cigarette est d'un grand apport pendant les bons et les mauvais moments de la vie. Avant même qu'il amorce sa tentative d'arrêter, les fausses certitudes que notre société et nous-mêmes nous sommes inculquées à propos de la cigarette pèsent de tout leur poids. Et il faut ajouter à cela l'illusion encore plus néfaste qui consiste à croire qu'il est très difficile d'arrêter. Le fumeur a rencontré des personnes qui, n'ayant pas fumé depuis plusieurs mois, meurent encore d'envie de fumer une cigarette. Il y a tous ces ex-fumeurs grincheux, ceux qui ont arrêté depuis des années, mais qui regrettent toujours la cigarette. Il a aussi entendu l'histoire de ce fumeur qui, après avoir tenu pendant des années à fumer une cigarette qu'il croyait innocente, et s'est subitement
remis à fumer. Ils connaissent certainement des fumeurs gravement malades, qui visiblement n'apprécient plus la cigarette et se détruisent irrémédiablement en s'obstinant à fumer. En plus de tout cela, il est certainement lui-même passé par l'une de ces épreuves. Alors, au lieu de tout commencer en pensant « Super, vous savez quoi, je ne fume plus », son premier sentiment est qu'il va effectuer une mission impossible. Il croit dur comme fer que tout fumeur est condamné à vie. De nombreux fumeurs prennent même leurs dispositions pour prévenir leur entourage. Je suis en train d'arrêter. Je serai certainement irritable pendant les prochaines semaines. Soyez indulgents. Ces tentatives-là sont vouées à l'échec. Supposons maintenant que le fumeur tienne quelques jours sans craquer. Ses poumons se sont progressivement décongestionnés. Il n'achète plus de cigarettes et par conséquence, sa situation financière s'améliore. Il subit plus la pression sociale anti-tabac puisqu'il est devenu non-fumeur. Ces points sont positifs puisqu'ils marquent un retour à l'état de non-fumeur. Cependant, les motivations mêmes qui l'ont poussé à arrêter de fumer lui apparaissent moins évidentes et il a tendance à oublier la situation dans laquelle il se trouvait alors. On peut comparer cela à quelqu'un qui vient d'être témoin d'un accident de la route. Pendant quelque temps, il serait plus prudent, mais après, il oublie vite toute notion de prudence et au moindre prétexte appuie sur le champignon. D'autre part, le petit monstre de son estomac n'a pas eu sa dose depuis très longtemps. Il n'a plus de douleur physique, juste une indéfinissable sensation de manque. Si cette sensation n'est pas due à la nicotine, elle ne le dérangera absolument pas. Cependant, il sait que cela veut dire qu'il a besoin d'une cigarette. Pourquoi est-il si important ? Le fumeur l'ignore. Le petit monstre dans l'estomac réveille ainsi le grand monstre confortablement installé dans le subconscient par l'incroyable lavage de cerveau. Alors, cette personne même, qui il y a quelques jours dressait la liste de toutes les raisons qu'elle avait d'arrêter, de chercher maintenant n'importe quelles excuses pour recommencer. Des excuses comme « la vie est trop courte. S'il le faut, je pourrais mourir dans un instant à l'autre. Peut-être renversé par une voiture. J'ai arrêté trop tard. De toute façon, on peut attraper un cancer avec n'importe quoi aujourd'hui. Alors, eh oui. Je n'ai pas choisi le bon moment. J'aurais dû attendre après Noël, avant les vacances, après des événements stressants. Je n'arrive pas à me concentrer. Je deviens irritable et suis en permanence de mauvaise humeur. Je n'arrive pas à travailler correctement. Mon entourage ne me supporte plus. Alors, pour l'intérêt de tous, il faut que je me remette à fumer. Je suis un vrai fumeur et je serai jamais heureux sans cigarette. C'est cette dernière excuse qui m'a fait fumer pendant près de 35 ans. À ce stade, généralement, le fumeur replonge. Il allume une cigarette. Et la schizophrénie s'amplifie. D'un côté, il y a cet immense soulagement de mettre fin au manque. Le petit monstre a enfin sa dose. De l'autre, il a tenu assez longtemps. La cigarette a vraiment un goût exécrable. Et il se demande pourquoi il fume. C'est pourquoi le fumeur pense qu'il manque de volonté. Ce n'est pas vrai. Il a seulement changé d'avis en prenant une décision parfaitement rationnelle au vu des informations dont il disposait. En effet, à quoi bon être en bonne santé si l'on est malheureux ? À quoi bon être riche
si on est malheureux. Il vaut mieux avoir une vie agréable et un peu plus courte qu'une longue vie misérable. Heureusement, cette conclusion est complètement fausse. La vie d'un non-fumeur est vraiment plus appréciable. Cependant, j'ai moi aussi souvent commis cette erreur, et cela m'a valu d'être fumeur pendant 35 ans. Je dois avouer que si c'était vraiment la réalité, je serais encore en train de fumer. Pardon, je ne serais plus de ce monde. Cette souffrance qu'endure le fumeur n'a rien à voir avec l'angoisse due au manque physique de nicotine. Il est vrai qu'elle est à l'origine de celle-ci, mais le problème est psychologique. Le fumeur doute de son choix, persuadé qu'il fait un sacrifice et se sent frustré, ce qui est une forme de stress. Or, dans ce type de situation, son petit monstre lui disait « Prends une cigarette ». Alors, depuis qu'il a arrêté, il veut une cigarette, mais il sait qu'il ne peut plus en avoir. Ce dilemme le déprime et envenime la situation. La difficulté est encore aggravée parce que l'on attend quelque chose qui n'arrive pas. Si vous voulez passer le permis de conduire, une fois l'examen passé avec succès, vous avez atteint votre but. Le principal de la méthode, fondée sur la volonté, est de dire « si je peux tenir assez longtemps sans cigarette, l'envie finira par disparaître ». Comment savez-vous que c'est terminé ? La réponse est que cela ne le sera jamais, parce qu'il n'y a rien à attendre. Vous avez arrêté au moment même où vous avez fumé cette dernière cigarette, et vous attendez maintenant de voir combien de temps vous allez encore tenir. Comme je l'ai précisé ci-dessous, le fumeur subit une agonie psychologique, due au doute qui habite son esprit. Bien qu'il n'y ait aucun doute, aucune douleur physique, l'effet n'en reste pas moins très puissant. Le fumeur est malheureux, et s'il se sent vulnérable, au lieu d'oublier la cigarette, il en devient complètement obsédé. Il peut y avoir des jours et même des semaines de dépression totale. Son esprit est envahi de doutes et de craintes. Combien de temps vais-je rester à souffrir ? Serai-je un jour heureux à nouveau ? Arriverai-je à me motiver pour sortir du lit le matin ? Est-ce que je pourrai encore apprécier un bon repas ? Comment arriverai-je à faire face à une situation stressante ? Aurais-je la force de sortir, d'aller prendre un verre dans un café ? On pourrait citer des centaines, des dizaines d'autres questions. Le fumeur attend que les choses s'améliorent. Et bien sûr, plus il s'apitoiera sur lui-même, plus la cigarette devient pour lui un bien extrêmement précieux. En fait, quelque chose se passe, mais le fumeur n'en est pas conscient. S'il peut suivre 3 semaines sans nicotine, l'appétit physique pour ce poison disparaît. Comme je l'ai dit, la sensation de manque de nicotine est si légère que le fumeur ne s'en rend pas compte. Certes, d'ex-fumeurs croient, après quelques semaines passées sans fumer, qu'ils sont enfin libérés. Ils allument alors une cigarette pour se prouver qu'ils ont raison. Et ils la trouvent mauvaise, ce qui les conforte dans leurs idées. Ils oublient cependant qu'ils ont de nouveau introduit de la nicotine dans leur organisme. Cette nicotine commence déjà à faire effet, et bientôt, le fumeur entend cette petite voix au fond de lui qui lui dit « Tu en veux une autre ?» Il s'était vraiment débarrassé de l'habitude, mais il a replongé aussitôt. Il ne va pas allumer une autre cigarette immédiatement. Il se dit « je ne veux surtout pas recommencer ». Il attend alors qu'un assez long délai soit passé, des heures, des jours, voire des semaines. Il peut enfin se dire qu'il ne s'est pas fait avoir et qu'il peut sans risque s'en remettre une autre. Il est retombé dans le piège et se trouve déjà sur la mauvaise pente. Ceux qui résistent avec cette méthode ont tendance à trouver le chemin long et difficile,
parce que le principal problème est le lavage de cerveau. Bien longtemps, alors que le fumeur ne ressent plus aucun manque physique, il meurt encore d'envie d'une cigarette. Enfin, s'il arrive à tenir assez longtemps, il finit par se rendre compte qu'il ne retombera plus. Il cesse alors de se morfondre, accepte que la vie continue et voit qu'elle est aussi agréable sans tabac. De nombreux fumeurs résistent avec cette méthode, mais la voie est très difficile. Il n'y a plus d'échecs que de réussites. Même ceux qui ont réussi restent toute leur vie vulnérables, car ils gardent des séquelles du conditionnement. Ils sont persuadés que la cigarette a le pouvoir, dans le bon comme dans les mauvais moments, d'améliorer les choses. Certains non-fumeurs souscrivent même à cette idée. Ils sont aussi soumis au lavage de cerveau, mais ils ont également conscience des aspects négatifs. C'est pourquoi ils ne se souhaitent pas apprendre à fumer. Cela explique que certains qui ont arrêté pendant longtemps se remettent à fumer. Beaucoup d'ex-fumeurs s'autorisent une cigarette ou une cigarette occasionnelle, comme une petite gâterie, ou pour se convaincre qu'ils trouvent cela détestable. C'est bien ce qui se passe, mais la nicotine qui pénètre dans l'organisme déclenche à nouveau le cercle vicieux. Le petit monstre dit « Tu en veux une autre ?» La cigarette suivante n'est pas meilleure. Ils sont alors convaincus qu'ils peuvent fumer sans risque. Une fois retombés dans le piège, ils essayent de se persuader « J'arrêterai juste après les vacances de Noël, cet été, ou pendant un événement quelconque. » Trop tard, ils sont déjà redevenus accros. Le même vieux piège s'est encore renfermé sur eux. J'insiste là-dessus. La notion de plaisir n'est absolument rien à voir avec celle de la dépendance. Elle n'a jamais rien eu à voir. Si l'on se mettait à fumer parce que l'on trouve ça agréable, personne n'aurait jamais fumé plus d'une cigarette. Nous pensons apprécier la cigarette uniquement parce que nous n'arrivons pas à nous croire assez stupides pour fumer sans aimer le goût qu'elles ont. C'est pourquoi le fait de fumer est tellement subconscient. Si en fumant une cigarette, nous étions pleinement conscients de fumer, c'est pourquoi le fait de fumer est tellement subconscient. Si en fumant une cigarette, nous étions pleinement conscients des fumées qui s'insinuent dans les poumons, même l'illusion du plaisir ne tiendrait pas. On ne peut pas, en prenant conscience de ce que nous fait la cigarette, nous nous sentirions stupides. C'est vrai, si nous prenions conscience qu'à chaque fois que nous inspirons de la fumée, nous la mettons dans nos poumons et nous nous étouffons, nous prendrions conscience que nous sommes stupides. On fume parce qu'on n'a pas ces considérations-là à l'esprit. Ainsi, observez des fumeurs en société, vous verrez qu'une cigarette à la main, ils n'ont l'air heureux que lorsqu'ils ont oublié cette cigarette. Les moments où ils s'en rendent compte, ils prennent une attitude gênée et ont tendance à s'excuser. Nous fumons pour satisfaire ce petit monstre. Lorsque vous aurez chassé ce petit monstre de votre estomac et le grand de votre tête, vous n'aurez ni besoin ni désir de fumer. Avec un petit peu de recul, vous et moi. Nous nous sentons mal à l'aise quand les gens autour de nous nous font une réflexion sur le fait que nous fumons, sur le fait que nous ouvrons la fenêtre pour fumer et qu'ils ont froid, sur le fait que la cigarette sent pas bon s'ils sont non-fumeurs. Mais s'ils nous faisaient une réflexion parce que nous étions en train de regarder la télé ou si nous étions en train de faire quelque chose
sur lequel nous-mêmes, nous nous infligions pas quelque chose, ne serions pas aussi mal à l'aise. C'est vrai que nous n'avons pas envie de fumer. Nous sommes obligés. Mais notre cerveau préfère nous dire que nous aimons fumer, que cela nous soulage. Mais ça ne nous soulage pas. Ça crée cet effet de manque. Ça crée cet effet de mal-être, de malaise. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et excellente journée. Ciao, ciao, bye.